Un effort hier en annonçant que le décret serait revu. Il y a une médiatrice qui a été nommée pour ça. Il y a des consultations qui continuent, notamment demain. Et puis qu'on ne supprimerait pas d'emplois, si j'ai bien compris, jusqu'à l'horizon 2010-2011. Donc c'était aussi un des problèmes qui agitait le monde universitaire. Ça veut dire quoi pour vous, qu'on a mis un couvercle définitif sur cette réforme ? Ça veut dire que la discussion repart sur des bases qui sont des bases nouvelles. Que donc la question du retrait comme préalable posée par beaucoup d'assemblées générales ne se pose plus, et que maintenant il faut venir au fond du sujet, et que les motivations du refus des uns et des autres doivent maintenant être explicitées. Et là, ça devient intéressant, parce que je ne suis pas sûr que derrière les motivations des uns et des autres, il n'y ait pas beaucoup de divergences et de différences. Donc on va parler du fond du sujet. Moi, ce qui m'importe dans ce mouvement, si vous voulez, c'est d'une certaine façon sa profondeur. Bon, il y a de tout, il y a du politique, il y a des réactions opportunistes, mais il y a fondamentalement une réaction de fond. Et je pense en particulier aux jeunes maîtres de conférences. Et en vous disant ça, j'ai des noms, j'ai des visages en tête dans mon propre établissement, qui gagnent pas beaucoup d'argent, qui font des heures supplémentaires, et qui ont cru, et ça a été le ressort du mouvement, qui ont cru que parce que peut-être ne publiaient-ils pas assez, on allait leur demander d'intégrer ces heures complémentaires à leur service. C'est-à-dire qui ont eu peur que les heures sup ne leur soient plus payées. Et pardonnez-moi, mais quel genre de président d'université vous êtes ? Vous êtes un dictateur ? Vous êtes un... Je suis par nature un dictateur, puisque je suis président. Mais enfin, faut quand même rappeler que je suis élu par les conseils, j'ai un mandat limité dans le temps, je suis entouré par des conseils, je suis entouré par une équipe de direction, les composantes, les départements désignent leurs propres directeurs, donc c'est tout sauf le népotisme, le système de gouvernance d'une université. On essaie simplement de comprendre l'humeur des universitaires, parce qu'on comprend qu'il doit y avoir de vraies préoccupations, mais on a l'impression que c'est surtout l'idée même de réforme qui... C'est vrai qu'on a pu faire croire à un moment à certains d'entre nos collègues que pour être bien notés et éviter justement qu'on leur impose des heures supplémentaires gratuites, il allait falloir faire, j'allais dire vulgairement, de la lèche au président, et que donc on allait renforcer le népotisme présidentiel. Je crois que des mouvements comme ceux auxquels on assiste et qui sont capables de faire plier des ministres montrent que le jour n'est pas venu où un président d'université pourra faire n'importe quoi dans son propre établissement. Donc il y a une peur qui, de mon point de vue, est irrationnelle, mais on peut aussi discuter de la gouvernance des universités, on peut aussi envisager toutes sortes d'évolutions qui permettraient éventuellement de contrebalancer tel ou tel aspect du pouvoir des présidents d'université, mais la question de fond demeure, c'est veut-on ou pas faire évoluer le statut des enseignants-chercheurs. Et cette question-là, de toute façon, elle reste sur la table. Alors, sur l'autonomie des universités, qu'on y aille dans l'ordre, sur l'autonomie des universités, qui revient sur cette idée ? Enfin, je crois que l'affaire est faite, si j'ose dire, non ? Mais l'affaire est en cours. Le problème de l'autonomie, c'est que c'est une dynamique, c'est pas un état stable. Soit on va de plus en plus vers de plus en plus d'autonomie, soit on régressera. Et typiquement, là, la question est posée. Prenons un exemple. On a dit les enseignants ne font pas seulement de l'enseignement, ils font pas seulement de la recherche, ils font aussi de l'organisation, de l'administration. Et leur statut doit reconnaître la diversité de leur mission. Il est juste aussi que, comme n'importe quel fonctionnaire, périodiquement, il soit évalué. Bon, alors la question se pose ensuite de savoir, c'est à quel niveau, à quel endroit va-t-on évaluer les enseignants ? Et on retrouve la question de l'autonomie, parce que il paraît assez logique quand même qu'on évalue les enseignants au plus près de l'endroit où ils exercent leur activité, c'est-à-dire dans leur établissement. Et c'est là où on retrouve le problème que vous évoquiez, la crainte, en effet, que parce qu'on évaluera les enseignants localement, il y aurait des comportements népotiques de tel ou tel président à leur encontre. Et l'autonomie, c'est quand même d'assumer le fait que l'évaluation des personnels se fait là où ils travaillent et pas à Paris. Et c'est vrai qu'on peut craindre parfois des mouvements de recul, parce que lorsqu'on dit qu'on va évaluer les enseignants dans des instances nationales qui se réunissent à Paris, c'est pas vraiment un progrès de l'autonomie des établissements. Est-ce que vous avez été surpris de compter dans votre université Dauphine des grévistes ? Non, d'abord, les grévistes ont été relativement peu nombreux. Maintenant, il est vrai que l'opinion de mes collègues est assez largement opposée au projet de décret, ou à ce qu'ils en ont compris, ou à ce qu'ils y ont lu. Mais donc, ça témoigne simplement de la profondeur du mouvement et de l'incompréhension qui s'est instaurée sur ce sujet-là, oui. Est-ce une affaire de méthode, simplement, ou c'est un problème psychologique ou...
Bon, je crois, si vous voulez, qu'on a touché à ce qui faisait l'identité professionnelle. Encore une fois, la masse des jeunes maîtres de conférences s'est sentie menacée dans, tout simplement, très vulgairement, son pouvoir d'achat. Et puis, chacun y a vu ce qu'il voulait y lire. C'est vrai qu'il y a aussi des comportements et des réactions de mandarinales de tel ou tel professeur qui considère que quand il est rentré dans l'enseignement supérieur, il a acheté une charge ou un office et qu'il ne faut pas lui demander de compte et qui veut pouvoir cachetonner tranquillement. Bon, c'est pas un cas très, très majoritaire, mais ça existe aussi. Donc, je dirais que le problème de ce décret, c'est qu'il a réussi à fédérer contre lui une très grande diversité d'opposition avec une très grande diversité de motivation. Bon, alors dans un contexte en plus où les enseignants-chercheurs ont eu l'impression qu'on décriait leurs fonctions et leur dévouement professionnel d'une part, et où la suppression d'un certain nombre de postes a accrédité l'idée que tout ceci n'était motivé que par une volonté de faire des économies et de redéployer les moyens. Bon. Alors, pardonnez-moi, mais à propos d'économie, on est en pleine crise, 92 200 chômeurs de plus au mois de janvier. Qu'est-ce que ça modifie dans l'enseignement que vous allez donner à ces quelques centaines d'étudiants qui ont la chance d'étudier à Dauphine ? Avant de changer les choses, il faut prendre le temps de mesurer quel est l'impact et la signification des événements que nous vivons aujourd'hui. Donc on ne va pas se précipiter à jeter le bébé avec l'eau du bain et à renier aujourd'hui ce que nous avons enseigné à nos étudiants. On n'a jamais enseigné à nos étudiants à ne pas mesurer les risques, à prendre des risques inconsidérés, à faire des spéculations douteuses. Et donc on ne se sent pas en cause dans la qualité, dans la nature des enseignements que nous dispensons dans les domaines qui sont aujourd'hui au cœur de la crise. Alors, vous êtes le président, mais vos étudiants, est-ce qu'ils se posent des questions très particulières, parce que c'est tout de même un cas d'école depuis le mois de septembre, pour des étudiants en finance ou en gestion ? Oui. Écoutez, la première question, c'est de savoir s'ils vont trouver du travail à la sortie, là. Sur la promotion qui est sortie l'année dernière, au mois d'octobre-septembre 2008, les statistiques sont plutôt bonnes et plutôt rassurantes. Mais j'allais dire que nos étudiants étaient déjà embauchés avant que la crise n'éclate pleinement, c'est-à-dire avant la faillite de Lehman Brothers. Pour les étudiants qui vont sortir cette année, c'est vrai qu'on a un petit peu plus d'inquiétude. Donc on prend des dispositions pour leur permettre éventuellement de prolonger la durée de leur stage. Bon, mais il y a aussi une interpellation en direction des entreprises, des grandes, des PME aussi, pour savoir quels sont les dispositifs qu'elles sont prêtes à prendre pour que cette génération ne soit pas sacrifiée. Si ils n'intègrent pas le marché du travail maintenant, plus tard, ce sont des nouvelles cohortes qui vont arriver, qui vont prendre des places et risquent d'être des générations sacrifiées. Donc il faut éviter ça absolument. Est-ce que tout le monde dans le monde universitaire, dans l'univers universitaire, est au moins convaincu de cette nécessité qu'à l'université on apprend, mais que ça doit préparer à une insertion dans le monde professionnel ? Je crois que si on faisait quand même le bilan sur les 20 dernières années de ce qui s'est fait à l'université, les évolutions dans le sens de la professionnalisation sont quand même considérables. Ça a commencé avec ce qu'on appelait à l'époque les DESS, également les IUP, après les IUT. Je crois quand même que dans beaucoup de domaines, les universitaires ont su prendre le tournant de la professionnalisation. Alors après, vous trouverez toujours des gens qui théorisent le fait que l'université ne doit surtout pas servir à professionnaliser parce qu'elle est un lieu de culture gratuite et critique, mais globalement, quand même, l'évolution est largement amorcée dans le sens de la professionnalisation. Dernière question, Laurent Batch. Est-ce que cette crise, ça se traduit comment ? Enfin, on a parlé d'autonomie des universités, mais comment ça se passe pour Dauphine, par exemple ? Ça veut dire que vous avez moins de sous pour la rentrée, vous avez moins de partenariats, vous avez moins d'opportunités de financer votre coût ? Mais là, il va falloir quand même traiter un sujet de front et très franchement. L'État a fait un effort financier qui est absolument indéniable, mais les besoins sont tels aujourd'hui par rapport aux standards de qualité internationaux qu'il va falloir additionner des ressources d'origine diverses, des ressources publiques et des ressources privées. Et je plaide pour qu'on libère la possibilité pour les établissements, quand ils le peuvent, dans des limites raisonnables, de solliciter toutes les ressources, y compris les ressources familiales, quand il s'agit de diplômes qui préparent les étudiants à des professions bien rémunérées. C'est-à-dire que ça serait en fonction des revenus qu'on devrait payer son inscription ? Je pense que ce serait justice et efficacité pour le système lui-même que de demander aux étudiants une contribution qui pourrait être en effet indexée sur le revenu des familles, mais qui ferait en sorte qu'ils participent au financement d'une formation qui leur apporte un bénéfice personnel important. Après tout, le service public n'est pas par nature et par définition forcément gratuit. Quand je vais à la piscine municipale, je paye un peu, j'achète un ticket. Bon, je ne trouverais pas anormal que pour des masters qui apportent aux étudiants qui les suivent un bénéfice personnel et une carrière de choix, ils participent un peu à son financement. Non pas d'ailleurs
par principe, encore que finalement la justice y trouverait son compte, mais par besoin de financement des établissements. Encore une fois, les besoins sont énormes, la crise va tarir les ressources publiques, il faut que tout le monde ajoute les ressources et y mette du sien pour que nos établissements d'enseignement supérieur développent des prestations de qualité. Avec Radio Classique.